Chapitre 1er. Lisbeth avançait à pas lents dans les ruelles de Whitechapel, le triste quartier ouvrier de l'Est londonien. En cette dernière journée d'août, un brouillard glacial s'était abattu sur la capitale de l'Angleterre. La température brusquement rafraîchie avait dissuadé les badauds de se promener. Lisbeth aurait dû les imiter et rester chez elle, mais elle manquait d'argent. Offrir aux amateurs ses charmes de demoiselle de petite vertu s'avérait indispensable pour survivre. Pour les londoniens des quartiers chics, Whitechapel n'existait pas. Les plus tolérants d'entre eux le tenaient pour un faubourg où des gens de qualité ne s'aventuraient pas. La tombée de la nuit ajouta encore au caractère sinistre des étroites artères dont beaucoup finissaient en impasse ou débouchaient dans Commercial Road. Lisbeth avait rarement ressenti une telle impression de solitude. Pas un seul passant. Whitechapel semblait vidé de ses habitants, comme frappé d'une malédiction. À quelques pas derrière elle, des glissements, des frottements sur les pavés humides. Pour la première fois, Lisbeth eut peur. Pourtant, dans son métier, elle avait été obligée de repousser des clients agressifs ou indélicats. Mais ce soir, elle prenait en horreur ce quartier pouilleux, ces misérables demeures où s'entassaient de pauvres gens. Si les boarding houses, les dortoirs surpeuplés du XIXe siècle, avaient disparu, demeuraient encore des centaines de logis insalubres, privés d'air et de lumière. La misère continuait à se dissimuler derrière des façades de briques noircies. Comment ne pas songer à cette époque, affreuse où des milliers de misérables mouraient de faim ou de maladie, à ces jours gris où l'existence n'était qu'un long calvaire sous la lumière, blafarde des lampadaires, une forme noire sortie de la brume. Lisbeth sursauta. Le brouillard était si dense qu'elle ne voyait pas à plus d'1 mètre. D'abord, elle recula. Puis elle le vit. Un homme de petite taille, âgé, vêtu de noir, le visage mangé par une barbe noire et les cheveux formant de petites tresses. Un rabbin. Qu'est-ce que vous faites ici? Il n'y a pas de synagogue. Le religieux voulut s'enfuir. Lisbeth le retint par la manche. À moins que tu cherches une femme comme moi. Nerveux, le rabbin se dégagea. Vous n'y pensez pas. Laissez-moi tranquille. Déçue, Lisbeth n'insista pas. En cette soirée désespérante, elle aurait accepté n'importe quel compagnon, même un homme de Dieu égaré sur les sentiers du péché. Elle hésita. Dans quelle rue se trouvait-elle? À gauche, à droite, le même horizon gris et bouché. Elle se perdait dans ce Whitechapel qu'elle croyait si bien connaître. Le choc répété d'une canne sur le pavé la fit sursauter à nouveau. Elle courut, affolée, et se heurta à un homme de grande taille, coiffé d'un haut de forme et vêtu avec un rare raffinement. Redingote, bottines de cuir, gilet moiré, oignons en or. Il portait sur lui une véritable fortune. « Mon prince, vous êtes ma chance, j'en suis sûr. Écartez-vous, je vous prie. Mon prince, je vous en supplie. » Quelques pièces. Avec une brutalité inattendue, le noble poussa Lisbeth contre un mur et s'enfonça dans le brouillard. Elle aurait été incapable de décrire son visage. Découragée, la demoiselle de petite vertu décida de rentrer chez elle. Persévérer aurait été stupide. La chance la fuyait. Incapable de retrouver son chemin, elle confondit une ruelle qu'elle avait l'habitude d'emprunter avec une autre se terminant en cul-de-sac. Lorsqu'elle se heurta à un mur couvert de graffitis, elle comprit son erreur. En revenant sur ses pas, elle eut le souffle coupé. Une forme surgit de la masse blanchâtre. La peur s'estompa. Encore vous. Les 2 mains serrèrent le cou de Lisbeth, avec tant de rapidité et de puissance qu'elle n'eut pas le temps de crier. Elle était inconsciente quand la lame lui ouvrit la gorge. Chapitre 2. L'ex-inspecteur-chef trempa son blaireau dans un bol en bois de rose, rempli de mousse à raser provenant de chez Crabtree & Evelyn, une très ancienne maison dont les articles de toilette restaient à base de produits naturels, rasés de frais, discrètement parfumés avec une pomme d'ambre. Celui que d'aucuns considéraient comme le nez le plus fin du yard, se rendit à la roseraie de son domaine, 6 at the Slaughters, dans le Gloucestershire, loin de la capitale et de son agitation. Bien que la plus brillante carrière administrative fût promise à Higgins, ce dernier avait préféré prendre une retraite anticipée et se consacrer à l'entretien de sa pelouse, à la lecture des bons auteurs et à de longues méditations au coin du feu en compagnie de Trafalgar, un chat siamois aussi farouche qu'affectueux. S'il n'y avait eu la présence de Mary, une redoutable gouvernante de 70, en que pas même un rhume n'avait affecté au cours de sa longue existence, l'endroit eût été un véritable paradis.
Higgins aimait les interminables promenades en forêt sous un ciel gris, la pluie rarement interrompue, le bruissement des ruisseaux et le chant des arbres. Loin du monde et de ses folies, il avait appris à goûter les vertus ineffables du silence. En ce début du mois de septembre, les roses de Higgins étaient resplendissantes. N'utilisant jamais de produits chimiques, l'ex-inspecteur-chef savait leur parler avec tendresse et respect. Il était fasciné par ces fleurs venant d'Asie mineure, du Moyen-Orient et de Chine qui, par leurs coloris variés, composaient une symphonie aux tonalités sans cesse changeantes. Ce matin-là, il procédait à un croisement particulièrement délicat quand, à l'entrée du domaine, se fit entendre un klaxon qu'il connaissait trop bien. Celui de la Bentley d'occasion du superintendant Marlowe. Scott Marlowe était un bon policier, mal habillé mais consciencieux. Malheureusement, il avait la détestable habitude de venir l'importuner. Lorsqu'il n'utilisait pas le téléphone, le superintendant, mandaté par les plus hautes autorités du Yard, tentait d'obtenir le concours de Higgins pour résoudre de délicates affaires et criminelles, où s'imposait le plus grand doigté. Le Yard ne semblait pas avoir compris que l'ex-inspecteur-chef n'avait plus l'intention de sortir de sa retraite. Mary, les mains sur les hanches, tempêtait. L'arrivée intempestive de Marlowe menaçait de lui faire rater une tarte au potiron qu'elle comptait servir au déjeuner. Higgins fut contraint d'intervenir et d'introduire le superintendant dans la partie du cottage où, selon leur convention, Mary ne pénétrait pas. La mine contrite de Scott Marlowe et son agitation plaidaient en faveur du dossier qu'il avait à défendre. Avez-vous lu le Times, Higgins? Cortège habituel de catastrophes. Le caoutchouc est en baisse. Canicule sur le sud de l'Angleterre. Guerre froide entre l'Est et l'Ouest. Rien de nouveau. Je voulais parler du crime commis à Whitechapel. L'entrefilet vous aurait-il échappé? Bien sûr que non. Scott Marlowe était conscient d'avoir commis une lourde erreur en fait sensati, mettant en doute la perspicacité de Higgins et son étonnante capacité à se tenir informé de tout et de rien. Tout n'a pas été imprimé, avoua le superintendant. Voilà qui est surprenant. Qu'avez-vous donc caché au Times? L'état de la victime, une jeune prostituée atrocement éventrée. Crime de rôdeur, était-il indiqué. Espérons-le, mais il y a cette lettre. Marlowe tendit le document à son collègue. Papier très ordinaire, lettre découpée dans les journaux. Vous n'avez rien compris. Vous ne comprendrez rien. Je ne suis pas mort. Personne ne me passera la corde au cou. Le sang appelle le sang. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi. Jacques l'éventreur. Higgins parut dubitatif. Il y a eu tellement de mauvaises plaisanteries de ce genre-là, rappela Scott Marlowe. Mais la façon dont ce crime a été commis. Qu'en pensez-vous, Higgins? L'ex-inspecteur-chef lissa sa moustache poivre et sel. Je pense que vous êtes en proie à un début de panique. N'auriez-vous pas procédé à une enquête approfondie? Scott Marlowe s'empourpra. En quelque sorte, si, avec les méthodes de la police moderne, il nous a été facile d'enregistrer les témoignages et de les inventorier. L'ordinateur central nous a livré les noms d'une vingtaine de personnes, suspectes qui ont été vues à Whitechapel, dans les heures qui ont précédé le crime. Voudriez-vous examiner la liste? Je suis à la retraite, mon cher Marlowe. Vous faites de l'excellent travail, et je ne suis pas voyant. Le superintendant, dépité, sentit qu'il ne parvenait pas à intéresser Higgins à cette affaire sordide. Il en ressentit une sorte de soulagement. Il préférait que son intuition l'eût trompé. Si l'ex-inspecteur-chef ne manifestait pas davantage d'intérêt à la tragique disparition de la dame de petite vertu, c'est qu'il ne s'agissait que d'un fait divers derrière, lequel ne se profilait pas la silhouette angoissante du plus fameux criminel de l'histoire. Scott Marlowe partit. Higgins, debout près d'une fenêtre, médita longuement. Trafalgar, le siamois, jugea cette attitude étrange. D'ordinaire, l'ex-inspecteur-chef se promenait, travaillait dans la roseraie, jardinait ou lisait. Quand les regards de l'homme et du chat se croisèrent, ils partagèrent une même inquiétude. Le siamois n'avait pas tort de craindre l'avenir immédiat. Higgins était si préoccupé qu'il en oublia de lui préparer son repas. L'homme du Yard grimpa directement au premier étage et pénétra dans le bureau où Mary n'avait pas le droit de passer le moindre coup de plumeau. Vérifiant qu'il n'avait pas été suivi et que personne ne l'observait, Higgins fit pivoter un panneau de bibliothèque où figuraient des éditions reliées des œuvres de William Shakespeare. Il découvrit ainsi un très vieux coffre-fort qu'il savait inviolable pour l'avoir fait. Fabriqué par un artisan exceptionnel, ancien perceur de coffres en tout genre.
L'ex-inspecteur-chef utilisa la combinaison que lui seul connaissait et ouvrit la porte blindée. Dans ce sanctuaire étaient conservés une cinquantaine de carnets noirs contenant notes et indications sur des affaires criminelles traitées par le Yard, affaires si confidentielles que la vérité ne remonterait jamais à la surface. Higgins ne les avait pas consultés depuis très longtemps. La lettre apportée par Scott Marlowe rappelait de si mauvais souvenirs que cette démarche lui avait paru nécessaire. Cette fouille dans le passé le plus sombre aboutit au plus angoissant des résultats. Après avoir refermé le coffre et fait pivoter le panneau de bibliothèque, Higgins descendit précipitamment l'escalier et frappa à la porte de la cuisine de Mary. L'heure du repas est passée. Nous ne sommes pas dans une maison de fous ici. J'aimerais utiliser votre téléphone. Higgins avait refusé ce bruyant objet dans ses appartements. Mais Mary, fanatique du progrès, le faisait trôner au milieu de ses casseroles. Elle haussa les épaules. Les lubies d'un ancien policier ne l'étonnaient pas. Cette race ne lui avait jamais plu. Higgins décrocha et appela le Yard. Il demanda à parler d'urgence à Scott Marlowe, revenu à son bureau depuis peu. « Envoyez-moi immédiatement une voiture, mon cher Marlowe. Le temps presse. » Higgins ? Mais pourquoi ? La date. Nous sommes le 8 septembre. Faites boucler le quartier de Whitechapel par les forces de police. J'espère arriver à temps. À temps ? Mais pourquoi ? Parce que Jack, l'éventreur, a commis son second meurtre un 8 septembre. Higgins joua de malchance. La voiture du Yard avait subi un retard considérable, dû à une crevaison. En se dirigeant vers Londres, elle s'enfonça dans une nappe de brouillard qui l'obligea à ralentir. Un barrage établi dans Whitechapel Road la contraignit à s'arrêter. Un policier conduisit Higgins auprès de Scott Marlowe. Il se perdit 2 fois avant de retrouver le superintendant, entouré des membres de l'identité judiciaire. « Trop tard », murmura Higgins, en découvrant le corps éventré d'une femme étendue sur les pavés humides. Scott Marlowe était bouleversé. « Enfin, vous voilà. » Elle s'appelait Jenny, une fille de mauvaise vie comme la précédente. Elle a été étranglée puis égorgée, puis le superintendant, que la vue d'une goutte de sang faisait défaillir, n'osait décrire l'abominable spectacle. Voir Higgins, élégamment vêtu d'un blazer très strict et d'un pantalon de flanelle, grise de chez Trousers, le rassura. L'aspect bonhomme et tranquille de l'ex-inspecteur-chef, son visage serein, ses yeux pétillants, lui conféraient les qualités d'un père et d'un confesseur. « Vos hommes ont-ils arrêté quelqu'un ?»« Plusieurs personnes, » répondit Scott Marlowe. Elle tentait peut-être de s'enfuir. En tout cas, elle cherchait à fuir le quartier au plus vite. Nous n'avons pu empêcher le crime. Nous tenons certainement l'assassin. C'est incroyable, cette répétition du passé. Il y a de quoi devenir fou. Vous n'avez pas tort, estima Higgins, songeant à cette sinistre année, Ferry 188, où Jack l'éventreur avait perpétré ses 2 premiers crimes un 31 août et un 8 septembre. Près du cadavre encore chaud, des morceaux de verre brisés. Higgins pria qu'on les ramassât avec soin à fin d'analyse. Levant les yeux, il distingua une inscription sur le mur d'en face. S'approchant, il constata qu'elle avait été écrite avec du sang « Les Juifs ne seront pas châtiés en vain », proclamait-elle. L'ex-inspecteur-chef demanda qu'on la photographiât avant de prélever la macabre substance. Un grincement le surprit. Au-dessus de la morte se balançait une enseigne rouillée, sur laquelle était gravé un couteau de boucher. La boutique était fermée depuis des lustres. La serrure pendait. Il suffit de pousser la porte vermoulue pour qu'elle s'ouvrît. Sur le seuil, un nouveau message signé Jack l'éventreur. « J'ai habité ici. Je m'y suis caché. Vous ne m'attraperez jamais. » « Que vos hommes nettoient sommairement l'endroit, » demanda Higgins à Marlowe. « C'est ici que je procéderai aux premiers interrogatoires. »